C'est quand même très surprenant, parce que c'est une saga qui aurait dû mourir il y a au moins 2 films, c'est une saga qui est constamment sur le fil du rasoir, sur le point de devenir nulle et chiante, et malgré tout, à chaque fois qu'ils font un nouveau film, il y a un charme qui fonctionne, et on rentre dedans. C'est quand même assez surprenant et assez bien joué. Bonjour à tous et toutes, il sera question aujourd'hui du 5e opus de l'Âge de Glace. Et vraiment, ça m'étonne que cette saga ait tenu jusque-là, parce que je pensais vraiment pas qu'il y avait assez de scénarios pour en faire plus de 2. Réalisé par, pardon, excusez-moi, j'ai perdu les noms, Mike Thurmaier. Et alors, il y a une co-réalisatrice, et je trouve qu'elle a un nom génial. Elle s'appelle Galen T. Chew. Ce qui veut dire que si on le prononce bien, elle a un prénom, un nom de famille qui veut dire je t'apprends, enfin, je t'apprends quelque chose. Galen T. Chew. Tichu. Enfin voilà, ça m'a fait marrer. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup et ça me fait beaucoup rire. Cette nouvelle histoire prend donc place quelques années après le 4e opus. La fille de Manny va se marier avec son petit copain. Lui, du coup, voilà, la voit à nouveau partir. C'est un peu toujours le même dilemme. Hein. C'est toujours Manny qui doit essayer de gérer sa famille. Et malheureusement, en plein milieu de tout ça, Scrat vient de déterrer une soucoupe volante et la fait décoller dans l'espace par un biais qui est assez ingénieux et assez bien trouvé. Vraiment, c'est assez surprenant à quel point ce film parvient à rester intelligent tout en étant super con et en reconnaissant qu'il est con. Et donc Scrat est parti avec une soucoupe dans l'espace, il a foutu le bordel partout, il a dans la galaxie qui n'existait pas manifestement, et donc tout ça fout le bordel, et il y a une chute de météore qui se dirige vers la Terre. Ça doit être la 2e ou la 3e dans la saga. Et nos personnages, la famille de Manny, mais également Sid et Diego et tout le reste de la bande, les deux paresseux, etc., vont devoir se mettre pour mission de trouver un moyen d'empêcher l'astéroïde de tomber sur Terre. C'est Armageddon avec Ice Age, en fait. L'âge de glace. Je dis, c'est assez surprenant parce que le film, vraiment, pendant tout le long du film, va vous dire clairement qu'il est con. Il y a pas mal de moments où les gens vont mettre au point un plan, et le truc, c'est que le plan sert manifestement à rien, ou est manifestement absurde. C'est-à-dire que c'est le genre de plan que les personnages font, généralement, dans des films, des mauvais films, par exemple, et ils y tiennent jusqu'au bout, et le spectateur, depuis le début, se dit, mais ce plan est débile, et ça n'a aucune raison de marcher. Et là, pour le coup, ils font ce truc-là, ils jouent sur la logique, ils jouent sur l'incohérence des choses, sur le fait qu'il y ait des dinosaures en même temps que des mammouths, etc. Ils jouent sur beaucoup de trucs comme ça, et ils acceptent à plusieurs reprises que le scénario soit con. Il y a plusieurs moments où un personnage va dire son plan et quelqu'un va lui dire quelque chose qui lui dit que c'est pas possible, l'autre lui fait mais t'es quoi toi, t'es monsieur logique? Et c'est quelque chose que beaucoup de films essayent de faire, ce côté peu importe, c'est un film, allons-y. Et il y en a assez peu qui y arrivent. Celui-ci arrive vraiment très bien parce que ils arrivent à créer un univers complètement fantasmé de A à Z de toute façon avec cette saga. Et d'autant plus avec cet opus-là, on se dirige vraiment plus vers un côté cartoon qui avait déjà un peu commencé dans le 4 avec le bateau pirate qui faisait et tout l'équipage qui faisait vraiment truc de dessin animé, et les scènes de musique qui reviennent à nouveau dans celui-ci. Et tout ça donc un côté un peu orienté plus pour les plus jeunes et pour les enfants, et malgré tout ça parvient à rester toujours drôle et juste. Enfin ça crée du coup un décalage, un univers qui est plus logique pour mettre tous ces sketchs là, et donc ils passent tous crème, ils sont tous raccords, et en fait on s'en fout que le scénario soit con. Effectivement, au bout de 2-3 répliques on se dit bon, peu importe, on retourne dans l'univers et on y retourne et c'est bon quoi. Et pourtant le film est vraiment intelligent parce qu'il y a plein de détails d'écriture qui sont très sympas, notamment tout ce qui entoure Scrat. Et c'est vraiment, d'habitude c'est ce qui sauve le film dans les anciens. Là pour le coup il y a un petit mélange entre les deux qui fait que les deux se répondent bien. En fait, Scrat est plus vraiment séparé des autres comme il l'était avant, il continue à influer sur le film pendant le reste du truc, et l'idée pour qu'il en arrive à maîtriser la soucoupe alors que c'est Scrat et qu'il est pas censé pouvoir maîtriser une soucoupe volante, c'est vraiment très très bien trouvé et assez astucieux, et ça laisse encore place à des bonnes blagues. Pour dire à quel point le film s'assume, le début du film c'est qu'est-ce qui a créé ce changement sur la Terre, pourquoi est-ce que on est passé du monde de l'âge de glace au monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est tel truc, et le narrateur finit par dire ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus débile, voire même un peu plus con, et vraiment c'est comme ça que si le film se lance comme ça, il y a aucune raison de s'emmerder avec quoi que ce soit. Enfin ça marche très très bien. Enfin c'est le contrat cinématographique est passé dès le début et il est clair, net et précis, et il marche très bien, et c'est ça qui fait que le film s'en sort très très bien. Dans la liste des petits défauts, un petit peu toujours les mêmes qu'avant, et ça commence à se prononcer de plus en plus, cela dit. Manny Manny est le centre de l'histoire, et le problème c'est que maintenant Manny a une famille, et qu'en fait
les places, les rôles que pouvaient remplir Diego et Sid dans les films d'avant sont complètement évacués par le fait que maintenant il y ait 4 personnages dans cette famille de mammouths et que du coup maintenant chacun a des personnalités assez différentes et certaines qui se ressemblent un petit peu, genre le petit copain de pêche ressemble un petit peu à Sid dans son style. Diego lui-même est plus vraiment aussi froid et solitaire qu'avant. Il a un truc différent. Maintenant, il a une compagne, je sais plus comment elle s'appelle, Shira. Et vraiment dans celui-ci, ils sont particulièrement pas utiles. Ce qui est intéressant, enfin, ils ont chacun leur petite intrigue personnelle. Ils ont un petit truc qui va augmenter. Sid bien plus que Diego. Diego et Shira, vraiment, c'est les deux personnages inutiles du film. Et Sid, on a de la chance parce que son intrigue est marquante et elle est marrante. Parce qu'en plus, ça fait un bon bout de temps qu'elle est en route, cette intrigue pour ce qui est de Sid. Mais, vraiment, ils sont hors du contexte, enfin, hors du cadre. C'est pas du tout eux qui sont au centre du truc. Les deux petits possums, là, les deux petites créatures, je sais plus ce que c'était exactement. Il me semble que c'est des possums. Oui, ils font le mort, normalement. Donc, c'est des possums. Et, ils sont là pour du comic relief, pour ajouter un petit peu de blague. D'ailleurs, ils font partie du côté cartoon. Il y a des moments où c'est eux qui vont jouer la musique du film, par exemple. Il y a un moment où on va dire un truc et d'un seul coup, il va y avoir des tambours qui vont marquer que c'est important et on va voir que c'est eux qui sont en train de jouer. Donc ils sont ce côté-là d'intéressant, le comic relief. Mais en dehors de ça, n'ont aucun intérêt pour l'histoire. S'ils avaient pas été là dans les films d'avant, il y aurait aucune raison qu'ils soient là maintenant. Et d'un côté, les faire revenir pour marquer une continuité, etc., c'est très bien, mais ce serait bien de leur trouver un rôle aussi intéressant à faire quelque part à un moment quelconque, parce que là, je crois que vraiment à aucun moment ils sont mis à utilité dans le film. Peut-être une toute petite scène, un moment au milieu entre eux. Et tout le reste est pris par la famille de Manny. Scrat, qui revient de temps en temps avec des très bonnes séquences. Vraiment, c'est le truc où on se marre vraiment sur Scrat. Ils arrivent à trouver des choses qu'ils n'ont pas encore faites, des nouveaux sketchs et des nouvelles idées qui sont vraiment très très bonnes et qui marchent très bien. Et donc Scrat nous réveille un petit peu. Et j'ai l'impression que leur nouveau héros maintenant pour cette saga, c'est Buck, qui est le personnage qu'on avait rencontré dans l'âge de glace 3, du coup. C'était au moment où ils avaient découvert les dinosaures. Qui est la belette complètement taré qui a un bandeau sur l'œil alors que son œil va bien. Enfin, c'est un personnage qui est très drôle et qui marche bien, mais alors là ils en font trop et ça devient un petit peu saoulant. Le personnage lui-même est tellement disjoncté que on le suit mais de loin parce que enfin moi personnellement je sais pas, il m'accroche pas tant que ça ce personnage et là en plus ils en font des caisses. L'introduction du personnage est alors apparemment un plan séquence. Il me semble pas que c'était un plan séquence, mais je prenais des notes en même temps, donc c'est possible que j'ai baissé la tête et que du coup j'ai pas vu s'il y avait des cuts ou pas. Mais apparemment c'est un plan séquence qui fait vraiment attraction de futuroscope. Vous savez, c'est le truc que j'aime pas avec la 3D. Le film est en 3D d'ailleurs, et la 3D est passable, pas vraiment intéressante. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement profond, travaillé, pas beaucoup de relief. Même les passages où justement Buck met son couteau en plein vers la caméra, qui est un peu sa marque de fabrique. Pas grand chose de ouf. Mais alors donc il y a cette scène de plan séquence entre guillemets, qui est ce plan attraction futuroscope ou Disney. Vous savez, c'est la caméra qui suit une espèce de tunnel et qui va en dessous de plein de trucs et qui suit un truc et qui remonte et qui redescend. J'ai du mal avec ces caméras-là. Je trouve que pour moi c'est vraiment purement ce que je dis, c'est de l'attraction quoi. C'est pour divertir. Ça bouge, ça va dans tous les sens et vous avez l'impression d'être sur un grand 8, mais c'est pas un grand 8 et ça va pas vraiment dans tous les sens et c'est pas très utile, ni en termes de storytelling, ni en termes visuels. L'idée intéressante, c'est de mélanger là-dedans un truc avec l'opéra de Figaro et pour la présentation de Buck, mais ça va encore très très loin et ça nous prend d'un seul coup 5 ou 6 minutes sur Buck, qui est un personnage secondaire. Là, il devient presque principal. C'est lui qui prend presque toutes les décisions pour tout le monde. Les autres personnages suivent Buck. C'est pas eux qui décident du plan et Buck qui se rejoint à eux ensuite ou un truc. C'est Buck qui les dirige. Et je crois que c'était un peu ça aussi pour le 4 et un peu ça aussi pour le 3. Donc c'est un peu embêtant. Je comprends pas pourquoi ce personnage devient aussi central que ça, parce que c'était pas le plus barré de tous. Il y avait moyen d'en avoir d'autres d'aussi barrés pour faire les mêmes blagues. Et je trouve pas particulièrement utile à autre chose. Là, en fait, son utilité, c'est que comme il est barré, il met au point des plans qui sont complètement fous, mais qui marchent, parce qu'il a sa propre logique. Et je vois un peu l'utilité de ce truc-là, mais je trouve ça poussif, et je trouve qu'on insiste trop sur ce personnage qui est pas censé, qui devrait pas se trouver aussi important dans l'histoire. Pour moi, Buck, ça devrait être aussi important que les deux possums qu'ils ont rencontrés avant.
Et donc voilà, je trouve que c'est un peu déséquilibré par rapport aux anciens personnages, nouveaux personnages. Je trouve que ça marche pas très très bien à ce niveau-là. Surtout du coup avec lui, ils se permettent des trucs vraiment très barrés et donc qui me paraissent pas très utiles non plus. C'est-à-dire oui, sur le principe, ça peut faire marrer, mais ça fait vraiment superflu, d'autant plus que alors le sketch dont je vais vous parler repose sur de la culture américaine. Il y a un physicien qui s'appelle Neil deGrasse quelque chose qui est très connu aux États-Unis. C'est un peu, il y a un mec qui s'appelle aussi Bill Nye, qui est le scientifique que tout le monde connaît aux États-Unis. Et nous, pas du tout. Nous, on nous parle de Bill Nye, the Science Guy, on sait pas du tout qui c'est, on ne l'a jamais vu, parce que là-bas, il a une émission presque quotidienne ou hebdomadaire. C'est un peu comme nos Igor Ekashka Bogdanov ou Mac Lesguy. C'est un peu la même chose, mais pour chez eux. Et il y a un sketch qui repose entièrement sur eux. Sur ça. C'est-à-dire que on rentre dans la tête de Buck. Déjà, on rentre dans la tête de Buck. D'autres personnages peuvent rentrer dans la tête de Buck, donc ça fait vraiment Matrix en plus, et ça fait d'autant plus Matrix que quand on est dans la tête de Buck, c'est un décor entièrement blanc, dans lequel le mec peut créer tout ce qu'il veut. Et dans ce décor entièrement blanc, il a des doubles, et un de ces doubles, c'est un personnage scientifique très intelligent, et c'est Neil, le scientifique américain. Et en France, le sketch, il passe bizarrement. En gros, il est fait presque uniquement pour faire un sketch sur Neil deGrasse quelque chose. Et donc du coup, c'est ça qui rend du coup l'aspect inutile du sketch, c'est que c'est une private joke. C'est ça vraiment le truc, c'est que c'est une private joke pour le public américain uniquement, qui peut pas être compris par nous. C'est toujours un peu emmerdant. Après, il faut bien se rendre compte que les films américains sont aussi d'abord faits pour le public américain. Ils font pas des films pour l'international, ils font des films pour les Américains. Mais quand même, ce genre de petites blagues, je suis pas sûr que ce soit très utile. Je vois pas ce que ça a d'intéressant à apporter à l'âge de glace. Je suis pas sûr que ce soit si ouf que ça de le mettre dedans. Et je comprends pas trop le mélange. Alors ça c'est pour l'intrigue, l'histoire, les personnages et l'humour, globalement. Ce qui marche toujours très très bien, c'est que la saga arrive toujours à se réinventer. Il y a toujours des nouveaux personnages. Là encore, il y a des nouveaux. Il y a un trio de dinosaures-oiseaux. Pourquoi j'ai dit dragon? De dinosaures-oiseaux. Il y avait la bande-annonce du remake d'Elliot le dragon juste avant que le film passe. Bon. Et il y a toute une communauté qui vit dans un lieu assez bizarre et qui en plus est assez différent parce que d'habitude l'âge de glace c'est des décors très naturels, c'est de la terre, des rochers, de la neige ou des arbres. Et là du coup avec ce décor là ils peuvent se permettre de changer un petit peu la gamme de couleurs de l'âge de glace et de faire un truc un peu différent, ce qui je pense aide la saga à marcher depuis très longtemps. Ça va être mon dernier point, c'est parce que à chaque fois ça me surprend, c'était déjà surprenant dans le premier film, dès l'animation de Scrat et l'ouverture du film, c'est l'animation de cette saga. Les mouvements des personnages sont incroyablement faits. C'est forcément de l'animation à la main parce qu'avec des tailles comme ça, on peut pas faire de l'animation avec de la motion capture. Et c'est pas de l'animation keyframe aussi, si vous voulez savoir. Et ils ont un truc depuis le début, mais vraiment ils ont un talent d'animation chez Blue Sky je crois que c'est Blue Sky normalement qui fait ça en animation. À moins que ce soit que la production, mais je crois que c'est le studio d'animation, mais ils font ça incroyablement bien. L'animation des personnages dans l'âge de glace a toujours été incroyable. Et c'est ça qui marche, c'est que les personnages se tordent dans tous les sens, tournent dans tous les sens, sautent, font des saltos, des machins, se traînent par terre. Il y a toute une scène d'animation sur Scrat que je vous ai pas dit, mais dans les sketchs neufs qu'ils ont trouvés, il y en a un sur Scrat qui est génial et qui fait une animation encore une fois très très étrange. C'est une animation qui est à la fois dans le réalisme et dans des mouvements assez lents et qui va aussi être dans des trucs très très brusques. Au point même que ça fasse presque jump cut où on a l'impression que l'animation s'est arrêtée sur une frame et d'un seul coup elle a laissé 5 frames de vide où elle est restée exactement la même et d'un seul coup hop elle revient exactement dans une autre position et il y a un travail comme ça qui est pendant tout le film qui fait que tout s'enchaîne toujours très très bien et des choses qui sont très compliquées à animer, genre par exemple comment vous faites danser un mammouth et comment vous faites danser 4 mammouths en même temps et comment vous en faites danser 2 qui dansent en même temps, c'est-à-dire qui se tiennent par la trompe et qui tournent comme s'ils faisaient une valse sur un genre-là. Comment vous faites ça avec des animaux de 2 tonnes à 4 pattes et de la fourrure partout et des défenses? Comment vous faites pour que ça rentre pas dans un truc, dans un mur, dans un truc? Vraiment, il y a un travail d'animation dans cette saga de films qui a toujours été incroyable et qui marche encore une fois très très bien. Donc voilà, moi qui pensais que ça allait être vraiment le truc laisser la saga mourir par pitié, etc. Eh ben non, ils ont encore réussi à faire un bon film.
c'est pas un chef-d'œuvre, et c'est pas du tout au niveau du premier ou du deuxième. Même le troisième encore, ça allait bien. Et moi, ce qui m'ennuie surtout, c'est le côté musique. Quand ils ont commencé à partir du 3 à mettre des séquences de musique et à faire danser les gens et à les faire chanter, j'y arrive pas. Mais bon, la magie a encore marché, j'y suis allé, j'avais un sourire gogol pendant tout le truc, je me suis marré de bon cœur, vraiment de bon cœur devant tous les passages de Scrat. Donc voilà, encore une fois, la magie et le charme à opérer, même si ça commence vraiment à devenir... ça a toujours été le problème. Ça fait 5 films que le problème, c'est que Manny et tous les autres personnages sont moins intéressants que Scrat. Je crois que le vrai souci, c'est la différence de niveau d'humour. Parce que quand on voit Scrat, c'est du slapstick, c'est de l'humour presque un peu burlesque, il se fait taper, il tombe, etc. Et il crie, il fait ah et tout bordel. Mais c'est plus marquant, ça fait plus rire. Il y a beaucoup de choses qui vont vous marquer parce que ça va arriver brusquement avec Scrat. C'est toujours le même truc. Vous savez, il plante son gland et d'un seul coup, il y a une fissure de 36 mètres qui se crée en une seconde. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on croyait toujours que Scrat était beaucoup plus drôle ou beaucoup plus marrant que les autres personnages. En fait, les autres personnages sont marrants et attachants aussi, mais leurs blagues sont plus travaillées, c'est du dialogue et il faut gérer la blague. Là, ce qui devient emmerdant, c'est que comme maintenant Scrat fait partie intégrante de l'histoire, c'est-à-dire qu'il fait changer des trucs, il fait modifier l'action, il fait modifier le déroulement des événements. Il n'est pas juste là en train de passer, en train de poursuivre son gland pendant tout le truc. Et comme dans celui-ci, comme il est là et qu'il fait beaucoup plus de choses, les autres personnages paraissent encore plus inutiles, d'autant que parmi les personnages inutiles, il y en a qui sont vraiment inutiles à l'intrigue. Et c'est là que se fait la vraie différence, c'est que les autres avaient une intrigue. En fait, Scrat lançait l'intrigue et les autres la suivaient. Et ils retrouvaient Scrat à la fin. Maintenant, Scrat lance l'intrigue et agit dessus au fur et à mesure, et les autres personnages suivent ce que fait Scrat. Et ils agissent pas vraiment en fait. Maintenant c'est eux qui suivent Scrat alors qu'avant c'était Scrat qui les suivait. Et je trouve que là vraiment le retournement vient de se marquer dans ce film-là et ça commence à être un peu visible qu'ils sont ces personnages-là sont beaucoup moins utiles que Scrat et que c'est moins eux qu'on a envie de voir. Et si vraiment ils doivent en faire un autre, un 6 par exemple, j'espère qu'ils vont se recentrer un peu plus sur Manny, Sid, Diego et un peu moins sur les histoires de famille et de machin parce que ça a toujours été le thème depuis le début, mais au bout d'un moment on a compris, et peut-être que là, il serait temps de resserrer un peu le groupe et d'enlever un peu de personnages, parce que je crois qu'il y en a trop. Ça fait, au bout de 5 films, ils ont ajouté trop de personnages et il n'y a plus de place. Il n'y a plus vraiment de trucs intéressants à faire pour chacun, donc faut faire une sélection, je pense, pour le prochain. Il y en a quelques-uns qui doivent... D'ailleurs, c'est un peu dans l'intrigue qu'il y en a certains qui doivent plus ou moins partir dans celui-ci, donc c'est pour ça. Ça serait intéressant de vraiment mieux le développer dans le prochain. De développer ces personnages-là et pas trop ceux qui sont rajoutés à la suite. Voilà. Eh ben écoutez, vraiment je pensais pas, mais ouais, je vous encourage à aller voir L'Âge de Glace 5. Encore une fois, ça marche pas trop mal. Ils sont pas aussi bons. Il y a un petit truc qui passe, mais il y a encore ce charme qui est là et juste, je pense que ce sont des gens qui veulent bien bosser. C'est aussi con que ça, mais c'est des gens qui ont envie de bien faire leur boulot et qui ont pas envie de faire n'importe quoi, et même s'ils sont obligés de trouver un truc parce que c'est une licence et qu'il faut sortir un truc, ils vont essayer de donner le maximum pour trouver une bonne blague et faire un truc intéressant et un peu créatif, et un peu différent de ce qu'on a vu avant. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche encore bien, et qui sait, peut-être que la saga a encore un ou deux bons films à nous offrir. Je sais pas. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!